c'est cette programmation. Donc, Marchinal, petite biographie. Je vais demander à tous ceux qui sont encore debout de bien vouloir s'asseoir. Alors, Marchinal est responsable d'une maison d'édition. Il est réalisateur de documentaires audiovisuels. Il a notamment réalisé 2 documentaires, dont un sur la décroissance et 2 vidéos explicatives sur la monnaie, qui sont visibles sur le site collectif Voter AM pour Après la monnaie. Marc va nous citer des différents types de transition, de la plus simple à la plus complexe en matière de monnaie. Marc, je te passe la parole. Merci. Donc, en préambule, je dirais que les idées qui seront amenées là ne sont évidemment pas celles des monétaires dans leur globalité, c'est juste une piste supplémentaire. Et voilà, et qu'en plus, chaque fois que je vais amener une idée, ça entraîne une cascade de réactions qui elle-même, quand on y répond, ramène une cascade de réactions, parce qu'en fait, le monde est complexe et tout interlié, donc pardonnez si j'oublie certaines choses. Alors, d'abord un petit rappel historiquement, parce que chaque fois ça revient sur l'histoire du troc, etc. On va résumer l'histoire de l'humanité en 20 secondes. Le départ des humains qui sont chasseurs-cueilleurs, qui généralement, quand ils se rencontrent pas, tout se passe plus ou moins bien, même si on n'a pas de traces écrites ni filmées. Quand ils se rencontrent entre tribus, ils se tapent dessus pour prendre le bien de l'autre, mais finalement prendre le bien de l'autre en se tapant dessus, c'est pas super rentable, parce qu'il y a beaucoup de déchets humains. Donc on va essayer de faire des trucs intelligents quand on fait du troc. Ce troc, il finit rapidement par être limité parce que des fois on a l'objet que l'autre veut, mais des fois pas. Donc on fait des trocs croisés, mais là aussi ça connaît sa limite rapidement parce que des fois le bien échangé est très loin, par une tribu loin. Donc on invente un troc amélioré qui est la monnaie. Cette monnaie, on ne va pas troquer le bien qu'on a produit contre quelque chose qui ne vaut rien. Il faut obligatoirement que cette monnaie ait de la valeur. Et donc ça a commencé par des coquillages qui étaient rares à certains endroits, qui étaient beaux en plus, il y a une valeur ajoutée, on peut se parer de coquillages et se vanter d'être super balèze. Ces coquillages ont été une bonne monnaie tant qu'on n'est pas tombé tous sur la source de monnaie. C'est-à-dire que si tout le monde peut se baisser pour avoir les coquillages, cette monnaie s'écroule. Il n'y a plus de rareté, il n'y a plus de valeur, ça s'écroule. Donc, les coquillages, c'était pas terrible. On est passé à des choses beaucoup plus complexes à trouver, c'est-à-dire le métal. Le métal exige des connaissances pour aller taper dans les mines, pour aller fondre le métal, pour maîtriser toute sa chaîne. Et ça, c'est encore plus balèze que se baisser pour des coquillages dans certains endroits spécifiques. Et donc après, on a continué, parce que le métal, c'est sympa, c'est toujours rare, mais les volumes d'échange étant très très importants, ça devient compliqué, donc on utilise des billets. Mais les billets, vu que c'est du papier, ça vaut rien quelque part. Donc, on l'a adossé sur une monnaie, sur une valeur rare, l'or. C'était l'échange dollar, or, et puis toutes les autres monnaies étaient plus ou moins liées à ce genre de système. Mais là aussi, l'humanité est arrivée un peu à saturation rapidement, c'est-à-dire qu'il fallait des réserves d'or énormes, des trucs à gérer. Ça commence à être chiant pour certains États parce qu'ils jouaient sur leurs dettes par les États-Unis, il fallait qu'ils aient de plus en plus d'or et ça les embêtait vraiment. Donc ils ont utilisé la demande
du marché de leur monnaie comme valeur de référence de rareté. C'est-à-dire, si une monnaie, tout le monde en veut, ben, après, il faut répondre à cette demande. C'est-à-dire, soit on met en circulation beaucoup de monnaie, mais trop, et donc là, on dévalue sa monnaie, ça va pas trop, soit on n'en met pas assez, et là, le marché, il met une trop grosse cote, et ça déséquilibre tout, donc il y a un souci. Donc il faut un équilibre de rareté. Et toutes les monnaies maintenant fonctionnent sur la rareté liée à l'offre et la demande. Et voilà, et donc, bon, ça ne résout toujours pas les problèmes donc, de la société monétaire. Donc, on a commencé à faire des lignes d'écriture. Là, on s'est aperçu qu'il y avait plein de dettes, c'était un souci, donc sans faire politique, il y en a qui se sont dit, oula, mais on a un problème pour payer tout ça, donc on va mettre du crédit. Et on sort des lignes totalement virtuelles de centaines de millions d'euros, de milliards d'euros. On ne sait plus ce que ça veut dire, puisqu'à partir du milliard, l'esprit humain a quelques problèmes pour savoir ce que ça veut vraiment dire. Et on maintient l'illusion de la rareté de la monnaie. Mais évidemment, ce genre de choses, on s'aperçoit très vite que, par exemple, tout ce qui a été subprime, bon, la lecture en général qui en fait de tout l'écroulement du système, c'est pas vraiment sur la rareté, mais quand on y réfléchit bien, c'était du crédit à taux zéro, les gens ont énormément acheté à taux zéro d'immobilier, ça augmentait les prix, puisque évidemment quand on fait du taux zéro, la monnaie vaut moins que si on met un super taux de crédit dessus. Donc les gens sont rattrapés sur ça a fait monter les prix, et puis évidemment à un moment on monte tellement qu'on est complètement en décalage avec le prix réel des choses, et puis badaboum, si en plus les taux de change changent, et ben là c'est terminé, les gens ne peuvent plus rembourser. Bref, voilà donc pourquoi revenir en arrière soit sur du troc, soit sur des monnaies complémentaires. Souvent on oublie que les monnaies complémentaires, il y a plein de sortes différentes, mais en général elles ne sont pas taxées. Donc en gros, plus on utilise la monnaie complémentaire, plus on détruit le service public. Et ça, parce qu'il faut financer l'État forcément, et l'État se finance par les taxes. Donc, quand on voit les monnaies complémentaires, il y a beaucoup d'alternatives qui sont dessus. Des fois, ils ne réalisent pas tout à fait qu'ils sont une arme contre les services publics que de l'autre côté, ils défendent. Mais bon, évidemment, il faut taxer d'autres personnes. Voilà, bref. Donc, quand on comprend par saturation qu'il n'y a plus d'avenir dans la monnaie, on essaie de faire autre chose. Parce qu'en plus, bon, ça fait 3000 ans que ça existe la monnaie, chaque fois on essaie d'améliorer le système, donc soyons humbles, les 3000 ans passés, il n'y a jamais eu de solution miracle. Parce que la solution miracle n'existe pas, toujours parce que cette monnaie est basée sur la rareté. Et bon, ça oblige à un truc évident, c'est que la misère, c'est un manque, autrement dit une rareté. Comment voulez-vous contrer un manque avec un outil basé sur le manque, sur la rareté? C'est mathématiquement impossible. Il faut y réfléchir, cette monnaie rare, tout ça, on n'a pas l'impression qu'elle est rare parce qu'on entend parler de millions, machin, bidule, mais si on met du fric à gogo dans la société, il y a inflation, et donc il y a rééquilibrage, etc. Il faut $1 milliard pour payer du pain, comme il y avait en Allemagne, etc. Donc, c'était pas des dollars, mais ça revient au même. Donc, bon, soyons réalistes, il n'y a pas de solution équitable, ça ne s'est jamais vu, et ça n'existera jamais. Donc, parlons de transition, parce que c'est quand même le sujet. Dans la transition, il y a plusieurs sortes de transitions, et puis on a déjà un peu abordé la problématique, avec le côté transition intellectuelle, avec toutes les barrières qu'on a. Donc on a du mal à imaginer à quoi pourrait ressembler une civilisation sans monnaie, et on est né dedans. L'un des premiers gestes, vous ne savez pas parler, vous voyez à peine,
vous avez déjà les grands-parents qui ont pris un livret d'épargne pour l'avenir du gamin. Donc il est déjà dans la monnaie, alors qu'il ne sait pas parler, qui voit à peine, et voilà. Mais bon, donc c'est dur de se décoloniser l'imaginaire. Donc la transition, moi, déjà, il y a plusieurs types de transition. Je la vois non violente. Parce que, de toute manière, chaque fois qu'elle est violente, nous, notre but, c'est de faire améliorer les choses. S'il faut qu'il y ait la moitié de l'humanité qui y passe pour ce changement, c'est peut-être pas la peine. Il y a peut-être d'autres méthodes. Donc, je suis vraiment pour la conscientisation donc, qui a été évoquée. Et donc, on va y arriver, parce qu'il y a tellement de choses à dire. Quand on parle transition, on part d'un élément A pour arriver à un élément B. L'élément A, c'est le merdier actuel. L'élément B, c'est notre idéal sans monnaie. Définir qu'est-ce que peut être la société sans monnaie, on l'a déjà fait un petit peu tout au long de cette journée. Mais souvent, on a le contre-argumentaire. Qu'est-ce que... C'est pas possible, un monde sans monnaie, déjà j'ai pas confiance. Alors moi, je voudrais bien tout ça, libérer de la pression, d'emprunt à payer, tout ça, le fric, toujours le fric, c'est usant, c'est le stress, etc. Mais je vois pas comment c'est possible. Et c'est dans cette barrière-là qu'il faut agir. Et cherchons des ponts et des passerelles. Donc le collectif VOTEAM, qui est voté ER et non pas l'impératif voter, parce qu'on s'en fout de voter, on utilise la politique à des fins d'élargissement de l'aura, on va dire, et pour faire connaître les idées. Donc ce collectif pense qu'il faut faire très très attention aux peurs humaines, et la psychologie et la philosophie sont deux choses énormes qu'il faut développer un maximum. Parce qu'actuellement, vous n'avez pas de cours psycho. Alors après, il faut définir quel type de psycho. Parce que quand on voit certains boulins, on se dit, étudier ça, ce serait peut-être pire. Mais bon, passons momentanément dessus. Donc la philosophie n'est pas développée dans ce monde parce que... pardon ? En terminale, oui, voilà, mais très loin, une fois qu'on est déjà bien formaté, on se dit, ah tiens, on pourrait peut-être réfléchir, il y en a eu plein qui ont vécu avant, ils peuvent nous apporter notre expérience, mais regardons un peu, mais de loin. Pourquoi c'est pas développé? Parce que tout simplement, dans un système monétiste, une définition monétiste qui oblige à utiliser de la monnaie, terme inventé, hein, mais bon, j'ai pas tout monétaire, c'est pas assez complet pour moi. Donc, quand on est dans un système monétiste, réfléchir freine l'impulsion d'achat. Et le monde fonctionne sur l'achat. Donc, la philosophie est l'ennemi. Il ne faut pas réfléchir, surtout pas. Pareil pour la psychologie. La psychologie, c'est comprendre la peur, c'est comprendre pourquoi on aime, etc., etc. Donc ceux qui sont chargés de vous vendre des trucs, eux, ils connaissent certaines pratiques. Mais au sein de la population générale, ça n'est pas du tout étudié. Pourquoi? Ben, une fois encore, c'est parce que si on apprend à soigner les peurs, eh ben, on n'a plus besoin d'acheter pour avoir le sentiment qu'en achetant, on comble un problème. On n'en a plus besoin de l'achat. L'achat, c'est du vent. On comprend que voilà, c'est pas en achetant une voiture qu'on va avoir le bonheur, la séduction, contrairement à ce qu'on croit. Si on achète une belle BMW, on va avoir toutes les faveurs sexuelles possibles et imaginables. Voilà, ça c'est du vent, mais ça marche quand même dans une société qui n'a pas étudié le système. Donc, voilà, la transition, donc je parle du point B. Excusez-moi, il y a plein de boucles, hein. Si je le verre, je vais y aller. On prend en considération toutes ces peurs humaines au changement. Et on fait un parallèle, c'est-à-dire que tout de suite, avoir plus rien, ça fait peur. Et donc ça freine le changement. Donc il ne se passe rien.
Et nous, on veut qu'il se passe quelque chose. Donc, comment on fait? Alors, nous, notre idée, c'est de se baser sur les cartes à puce, et non pas le puçage, je ne sais plus comment tu dis ça, intraveineux, etc., etc. Non, non, non. Juste une carte à puce, infalsifiable parce que, non pas gérée par des banques hypocrites, etc., etc., mais par vraiment des gens compétents, et qui, en fait, sert de preuve à l'appartenance à la société. En gros, on se baserait sur l'équivalence. J'apporte mon travail à la société comble mes besoins. Mais aucune unité. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour comptabiliser ce que vous prenez. On s'en fout. Ce n'est pas le souci. Le souci de cette carte, c'est uniquement essayer de combler les peurs de ne rien avoir. Alors c'est peut-être illusoire, mais c'est là-dessus qu'on se dit la carte bleue, parce que quand on a de l'argent, en fait, quand on a de l'argent, on prouve à la société qu'on en fait partie. Si on n'a pas d'argent, on n'en fait pas partie. Donc ça revient exactement au même, sans tous les problèmes qui sont liés à la monnaie. Parce que le problème, justement, c'est le fainéant. Alors, on peut évidemment dire que ça n'est pas un problème, que c'est lié aussi à l'éducation, et je suis d'accord avec ça. C'est-à-dire que le niveau d'éducation comble ce genre de problématique. Sauf que, encore une fois, on est là pour penser à la transition. Et arriver avec des idées, entre guillemets, qui sont étiquetées de bisounours, pour dire tout le monde il est gentil, tout le monde il est bon, ça va passer comme ça. J'y crois, sauf que je pense à la virgule qui fera que ça merde. Et voilà, donc, après, s'il n'y a plus besoin, si tout le monde entier passe sous le système, on s'en fout de la carte, complètement. On s'en fout complètement. Mais, il faut une transition. Et cette transition, comme une carte d'identité, comme une carte vitale qui compose juste votre dossier, qui dit j'apporte mon travail, point, c'est tout, je toque, ça passe, et c'est terminé. Pas de comptabilité, vous pouvez consommer, voilà. Et alors le souci, c'est qu'on dit, oui, mais alors si je consomme à volonté, ça a déjà été un peu évoqué, les gens vont se gaver de gâteaux au chocolat, tout le monde voudra une Ferrari et tout ça. Si tout le monde veut des gâteaux au chocolat, en général, ils vont tous être malades, et ma foi, la sélection naturelle, si vous préférez crever plutôt que de trouver un équilibre lié à la conscientisation, ben voilà, c'est un choix personnel. Ça ne me regarde pas. Moi, ça ne me regarde pas que vous préfériez telle chose à telle autre. Après, pour les Ferrari, bon, là, c'est la notion du luxe. C'est-à-dire le luxe, en fait, n'existe que dans ce monde monétiste. Après, il y a le travail bien fait. Donc, évidemment, on préfère avoir un objet bien fait. Si tant est que la Ferrari soit un objet bien fait, parce que ça tombe toujours en panne, il faut toujours la réviser. Enfin, je ne sais pas par expérience, mais par lui dire. Donc, la Ferrari, je ne pense pas que ce soit l'idéal, et puis rien que d'imaginer un monde avec plein de Ferrari, ça me fait rire, mais c'est incroyable. Évidemment, il y a la question des ressources, c'est-à-dire que quoi produire à un moment? C'est-à-dire qu'on se base sur les ressources, on est tous d'accord, c'est-à-dire si tout le monde a une Ferrari qui consomme 36%, la société n'est pas viable, parce qu'il n'y a plus assez de pétrole. Et d'ailleurs, on y arrive. Donc, problème avec cette envie de Ferrari issue du monde ancien, qui est le monde actuel. Bref, donc transition des besoins, donc transition intellectuelle, conscientisation, la cause des causes en psycho, parce que ben voilà, il faut apprendre comment fonctionne l'humain. Et ben, comment fonctionne l'humain? Nous, on a certaines approches de la psychologie humaine, mais c'est un truc un peu flou. Quand on parle déjà psycho et qu'on vous dit oui, mais l'organisation de la société, il faudrait déjà commencer à savoir ce qu'on est, comprendre qu'est-ce que c'est que le bonheur, pour ne pas avoir à l'imposer aux autres, à imposer son bonheur aux autres. C'est très complexe. Et les gens se disent mais attends, moi je veux vivre tranquille, sans monnaie, et puis c'est tout. Et puis, bon, il y a la question des ressources, c'est-à-dire que combien de ressources on a, 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 combien
Et je pense qu'il y a peut-être faiblesse là-dessus parce que sans se connaître soi-même, on en vient à une société justement sans limite, qui ne gère que dalle et qui court après du vent en permanence, en permanence, en permanence. Et ça pose problème. Donc la psycho, nous on défend une approche simple et compréhensible de tous, c'est qu'on agit tous pour notre survie, uniquement. Alors après c'est très complexe à expliquer et j'ai pas le temps, donc vous pouvez me voir après si vous avez envie d'en savoir un peu plus. Mais toujours est-il que, pourquoi je parle de survie, c'est que tant que le système actuel assure notre survie, rien ne se passera. Rien du tout. Il faudra quelque chose qui déclenche. C'est-à-dire que vous êtes là parce que, personnellement, il y a des choses qui vous ont perturbé, parce que vous avez pris conscience de tout un tas de choses qui vous menacent. Et c'est cette menace qui vous a fait réagir, c'est cette menace qui vous a fait venir pour après être constructif et ne plus être sous l'emprise de cette menace. Donc, je vais à toute vitesse. Les ponts et passerelles, donc comment passer du point A au point B? Ça a été évoqué, il y a le gratuit. Le gratuit emmerde le système fondamentalement, parce qu'on ne paye pas de taxes dessus, en plus ça fait appel vraiment au cœur et tout ça. Je ne parle pas du don, parce que le don gratuit c'est toujours un peu compliqué, qu'est-ce qu'on met comme définition derrière. Mais en gros, la société du gratuit, c'est par exemple celle du travail collaboratif sur Internet pour faire des logiciels libres. Ça nuit considérablement au système, sauf que c'est à l'échelle de rien du tout par rapport à la vente de Windows et de macOS, etc., etc. Mais c'est une arme pacifique, donc plus on développera le côté gratuit, plus on amènera au changement de civilisation. L'objection de croissance aussi. L'objection de croissance, comme j'ai évoqué ce matin, la croissance n'est pas l'objection de croissance et la décroissance ne sont pas un modèle économique. Car comme ça a été un peu expliqué, pour vivre, il faut de la monnaie. Et il faut que ça tourne en permanence. Et même de plus en plus vite pour payer les intérêts. Et si on ne met pas des intérêts, c'est pareil, ça part en vrille parce que la monnaie n'est pas assez rare, donc les prix augmentent. Donc on ne s'en sort pas. Et l'objection de croissance, on freine tout ça, et finalement, si on se met à faire du bien durable comme il faut et respectueux, etc., eh ben, il y a moins d'activité. Or, il faut toujours payer la bouffe, il faut toujours payer tout un tas de choses qui font que la décroissance à elle seule n'est pas un modèle économique. Mais ça freine considérablement le système. C'est-à-dire que chaque fois, quand vous avez le cercle économique, achat, vente, production, etc., l'État prend une taxe, la TVA généralement, et plus ça va vite, plus chaque fois le compteur il tourne. Puis chaque fois ça rapporte à l'État. Et si vous voulez changer la face du monde sans avoir à prendre les armes, vous freinez un maximum votre consommation, quand c'est possible évidemment, parce que des fois on est tellement compressé que tout ce qu'on gagne il faut le redépenser, mais ça permet de freiner le système et d'épuiser le système de manière pacifique. Ensuite, il y a tout ce qui est université du savoir, parce que justement le problème c'est la conscientisation. Donc la conscientisation, c'est comprendre les causes et les effets du monde. Il faut que le savoir soit disponible. Alors ça commence par Internet, et Internet est un bon média, mais Internet n'est pas un professeur qui aide quand il y a un souci. Après, Internet, quand on voit les élèves comment ils s'en servent, c'est du copier-coller. Donc ils apprennent même plus, alors qu'ils ont la ressource, ils ont tout le savoir et toute la diversité du savoir, ils n'apprennent même plus rien. C'est du copier-coller qu'ils font. Mais bon, c'est un outil énorme et les universités du savoir sont vraiment quelque chose à développer parce que le savoir, c'est à tout âge qu'il faut apprendre. Ça ne se limite pas simplement de 0 à 25 ans quand on a des études longues. Donc on a besoin de se cultiver et d'avoir toujours, en plus on ne peut pas connaître tout l'univers,
C'est impossible, le cerveau humain n'est pas fait pour avoir toutes ces capacités, donc il faut apprendre et oublier. Mais apprendre surtout. Donc ensuite, il y a aussi tout ce qui est jardin partagé et les jardins du don. Donc c'est cultiver une partie de terrain disponible. Alors c'est rare dans les villes, mais ailleurs c'est un petit peu plus disponible. Et offrir sa production. Ça commence à se développer avec le réseau Colibri et d'autres personnes dans cette mouvance-là. J'ai peur que c'est un outil de conscientisation, mais ça n'arrivera pas à changer le monde, parce que ce qui réellement permettrait au changement radical de paradigme de voir le jour, vous savez, quand il y avait les grèves des ouvriers, ils faisaient des cagnottes pour tenir le temps de la grève. Là, si on produit de la nourriture et qu'on l'offre au monde, là, tous les changements sont possibles. Parce que finalement, c'est sûr, évidemment, quand on gagne de l'argent, ça sert à se vêtir, ça sert à payer son loyer, etc. Mais la part de nourriture est vraiment fondamentale. C'est-à-dire que les gens ont peur de crever de faim. Donc ils n'ont pas envie de changer de système. Tant que le système ne fait pas crever de faim, évidemment. Donc, agir sur la société globale, ce serait possible si on arrivait à produire gratuitement de la nourriture de qualité. C'est tout à fait possible, mais il faut cette orientation et ce, entre guillemets, sacrifice des gens qui acceptent de bosser pour un tel système. Est-ce que ça verra le jour? J'en sais rien. J'aimerais bien, mais bon. Donc la transition économique, il y a des formes passives et des formes actives. La forme passive, c'est en fait de laisser s'optimiser le système. C'est-à-dire, au lieu d'essayer de soigner en permanence par des monnaies complémentaires ou d'autres choses plus sociales, ça c'est abominable le raisonnement que je tiens, mais c'est juste pour montrer le panel des choses. Hein. C'est pas à chaque fois des choses que je pense forcément. Optimiser le système pour qu'il aille au bout. C'est-à-dire que notre société, enfin notre idéal post-monétaire, il est justement sur le post-monétaire. C'est-à-dire qu'il faut que ça vienne après la monnaie. Donc, laissons le système aller jusqu'au bout de son délire et de sa connerie. Parce que c'est que comme ça qu'on réagira et qu'on prendra conscience que de toute manière, il n'y a pas de solution équitable. Mais évidemment, ce raisonnement implique de laisser massacrer la planète jusqu'au bout, d'aller jusqu'au gaz de schiste qui empoisonne l'eau, etc., etc. Et ça, évidemment, personnellement, ça me pose un petit problème de conscience. Donc, il y a aussi l'épuisement des ressources. Ça, c'est un truc naturel, c'est-à-dire que notre société est basée sur le pétrole. Les réserves de pétrole, bon, on ne sait jamais qui vraiment a quoi dans son sous-sol, parce que ça fait partie des mécanismes liés à la monnaie, de foutage de gueule, de tromperie, etc. Donc on ne sait pas réellement quels sont les stocks de pétrole, mais normalement on a plus que pour 20 ans de pétrole. Or, toute notre société est basée sur le pétrole. Donc forcément, dans 20 ans, le monde qu'on connaît actuellement n'existera plus. Les catastrophes naturelles aussi, c'est-à-dire que plus on décline le climat, plus on use le système. Parce que chaque fois, il faut reconstruire. On l'a vu à Nouvelle-Orléans, on met 3 plombes à reconstruire comme il faut. Enfin, comme il faut. Je ne sais pas trop comment ils construisent, mais disons que ça use le système. Donc, un système usé va jusqu'au bout de son raisonnement et peut permettre une transition. Donc voilà, voilà, donc en gros la planète elle nous donne un coup de main pour changer de paradigme. Mais bon, tout est relatif. La transition active. Alors, la transition active, c'est-à-dire que nous, on agit, c'est-à-dire le côté consomme-acteur. Il n'y a aucun souci là-dessus, mais comme on l'a déjà dit, quand il faut payer plus cher un bien de qualité dans un bon système de distribution, etc., alors que de l'autre côté, on est inondé par des produits bas de gamme, et sachant qu'avec cette monnaie, on va au plus court généralement, c'est-à-dire que plus on a de monnaie, plus on a un sentiment de survie,
Donc plus on fait des économies, plus on a l'impression d'assurer sa survie. Résultat, on est toujours tenté d'aller au bien le moins cher, avec quand même un peu de qualité, ce qui fait que tout ce développement possible par le haut, de tirer par le haut avec la qualité, vu qu'il y a un rapport de prix élevé, eh ben, il patine. Il patine parce que quand on voit les masses de consommation, c'est plus facile d'aller acheter dans un supermarché, qui est relativement cher, mais quand même c'est un peu moins cher que les circuits de cours et qui respectent les humains et qui respectent la nature, etc. etc. Donc il y a vraiment un souci. Et comment agir en étant consommateur? Oui, c'est une bonne chose, mais au sens global, ça ne changera, à mon avis, pas grand-chose parce qu'il y aura toujours la notion d'intérêt avec la monnaie. Donc tout changer sur la planète, est-ce que c'est possible? Qu'est-ce qu'il faut acheter? Qu'est-ce qu'il faut voir comme échelle? C'est-à-dire qu'on a l'échelle de l'unité, c'est-à-dire l'individu qui doit être conscientisé, il doit comprendre les causes et les effets de tout ce qui se passe dans son monde. Mais il y a l'échelle de la planète, c'est-à-dire qu'on va quand même, imaginons, la France passe dans un système post-monétaire. Elle sera soumise à la concurrence du reste du monde qui, dans l'imaginaire, va rester dans le système monétaire. Quels vont être les échanges entre les deux? Bon, souvent on parle du pétrole, mais on laisse tomber le pétrole parce que même si on passera à autre chose quoi qu'il arrive. La France a besoin de pas grand-chose, enfin, elle a relativement tout, donc elle pourrait peut-être être assez autonome. Mais ce n'est pas le cas de tous les pays. Donc, ça pose des problèmes de relations internationales, comment on s'organise. Donc, tout changer à l'échelle de la planète et à attendre la révolution globale, je pense que c'est illusoire. En plus, il y a toujours des sommes considérables, 7 milliards d'humains, voilà, on est dans le milliard, donc ça nous dépasse. Donc, il y a la solution d'être un peu moins élevé, donc, mettons la France ou d'autres régions, dans des sociétés dites parallèles. C'est-à-dire qu'on imagine, il y a la société monétiste, avec plein de gens qui considèrent que le bonheur, ça passe toujours par la monnaie, et d'autres qui ont compris qu'il n'y a pas de solution équitable et qu'il faut essayer de se donner du mal autrement, etc., et qui font une société post-monétaire. Comment on organise ça? Il peut y avoir les deux en même temps, je pense. C'est un peu à l'image de l'évolution humaine, quand il y a eu le Néandertal et l'Homo sapiens. Bon, les théoriciens ne sont pas tous d'accord, mais il y a eu les deux en même temps, et puis après, l'Homo sapiens a pris le pas sur les autres. On peut imaginer ce genre de société parallèle. Mais ça va être toujours très compliqué parce que la corruption de la monnaie existera toujours. C'est-à-dire si on produit un objet, et qu'il y en a un qui veut un objet qui n'est pas produit par le système post-monétaire, il va peut-être tenté par le troc, il va être tenté par la monétisation de son bien, le faire sortir du système. Ça va être un peu compliqué. Il y a une autre solution qui est de faire un exemple. Si on dit la société post-monétaire ne marchera jamais, bah chiche, on essaye. Mais alors comment on fait? Comment on fait pour être une ville post-monétaire suffisamment autosuffisante? Dur d'imaginer, il faut déjà savoir quels sont les besoins, bah, admettons 5000 habitants, qu'est-ce qu'il y a besoin de consommation, quelles sont les ressources en métier, il y a plein de choses à déterminer qui ne sont pas impossibles du tout, hein. Les données existent, donc on peut les établir, donc on peut essayer de partir sur un modèle de ville, un peu comme les villes en transition actuellement, qui sont là basées sur le pétrole. On essaye d'imaginer une société où il n'y a plus de pétrole, donc on relocalise tout, mais ça connaît ses limites économiques, parce qu'il faut toujours un marché quand même qui existe, et bref. Donc imaginez cette ville, ce village en autosuffisance, et si ça marche, ça fait l'effet USA, alors avec vraiment des gros guillemets, à savoir faire rêver le monde entier. Parce que s'il y a une société qui existe, où vous n'êtes plus soumis aux impôts, vous n'êtes plus soumis au vol, vous n'êtes plus soumis au chômage, à la misère, etc., et de l'autre côté, vous maintenez un système bien pourri, avec tout optimisé et tout un tas de choses néfastes, si
Si on expose les deux, bah, ça risque de faire réagir quand même. Et ça peut donner envie de faire autre chose. Je ne sais pas comment. Je n'ai pas d'idée préconçue là-dessus, mais en tout cas, je sais que ça peut faire réfléchir et ça peut interpeller de manière vraiment positive, plutôt que de faire du discours, qui est, voilà, il faut commencer par le discours, mais rien ne vaut le contraire. Si on trouve que ça marche, l'envie est un moteur, ne le négligeons pas. Donc, je vais bientôt terminer, courage. Alors, le problème aussi, évidemment, de genre d'éco-village ou voilà, comment dire, de modèle, c'est qu'il ne faut pas qu'ils partent en vrille dans le genre secte. Donc, évidemment, il faut une démocratie directe. Évidemment, c'est pas, faut vraiment toujours commencer pas à zéro, puisque tous les éléments sont là, ils sont tous à notre disponibilité. Et on se rend compte que la démocratie directe actuellement n'est pas possible, souvent à cause des conflits d'intérêts. C'est-à-dire que l'autoroute, on veut la prendre pour sa bagnole, mais pas dans son jardin. Et voilà, cascade de magouilles et de conneries, d'expropriation, etc., etc. Donc voilà, donc, le problème c'est qu'il ne faut pas que ça parte en vrille, donc bien savoir qu'est-ce que l'humain, quels sont ses désirs, pourquoi l'envie de pouvoir, qu'est-ce qu'il y a derrière comme peur, j'ai peur de ce que peut dire l'autre ou tout ça, donc je garde le pouvoir. Si on connaît l'autre, forcément on est moins dans le réflexe de j'ai le pouvoir sur l'autre qui peut être nocif pour ma survie. Et donc après il y a des exemples concrets de transition du domaine de la propriété privée. On l'a évoqué là. Moi je pense qu'il va y avoir gros barrage pour la propriété privée. Je suis parfaitement sur le droit d'usage et tout ça, moi personnellement ça ne me pose aucun problème. Mais je pense à tous ceux qui s'emmerdent, entre guillemets, à rembourser leur crédit, qui l'ont remboursé pendant 30 ans, qui sont chez eux, qui n'ont pas envie d'être expulsés, qui se sont donné du mal, et on dit ah oui, bah, c'est bon, maintenant il n'y a plus de propriété et tout ça. Cette masse-là de personnes n'est pas négligeable du tout. Et elle va dire la propriété privée, elle reste. Alors évidemment, il y a l'abus de propriété privée, quand ça sert de moyens pour vivre, donc on a 40 appartements, etc. Non, là je ne parle pas de la spéculation, je ne parle pas de ce genre de propriété-là. Je parle de la propriété privée, de ce qu'on utilise. Donc là, il faudra combler cette peur. Parce qu'autrement, si on ne la comble pas, les gens vont dire non, j'en veux pas de votre système. Donc il faut y réfléchir. L'idée, enfin une idée, mais c'est open, c'est de dire les propriétés restent à un moment de transition telles qu'elles sont maintenant, mais c'est vrai que le droit d'usage est prioritaire. C'est-à-dire que c'est bon, il faut y réfléchir et prendre le temps, et comme le timing est serré, ça va être chaud. En gros, vous restez propriétaire de ce que vous avez, mais vous vous occupez du bien que vous occupez. Et c'est tout. Les biens, ce mec qui a 40 appartements, en fait, le bien, il passe entre guillemets à ceux qui l'utilisent. Donc c'est eux qui ne pourront plus être virés, parce qu'il y a ça aussi, la notion de propriété. J'ai peur de me faire virer, que ce soit un gouvernement collectiviste qui peut imposer le bien commun. Ça, c'est une forme de dictature aussi. Si vous n'avez pas la propriété privée, ça veut dire qu'on peut vous faire dégager du jour au lendemain. Et ça, c'est une peur, c'est un frein non négligeable. Évidemment, c'est dans un cas de dictature et tout ça, mais on ne sait jamais comment ça peut partir en vrille. Donc voilà, donc garder cette notion de propriété dans l'historique, on va dire, au cas où la merde, etc., et qu'il faut revenir à l'ancien, et pour surtout soigner les voleurs. Et par contre, le droit d'usage qui a déjà été cité dans la réalité. Voilà, après, mais il y a des questions de mon vélo. Est-ce que c'est mon vélo à moi? Parce que je l'entretiens, je m'emmerde à salir les mains toutes les semaines parce que ça s'esquinte, etc., etc.
est-ce que ça me donne un droit d'usage supplémentaire sur quelqu'un qui prend un vélo parce que tout est commun, etc. Je ne sais pas répondre quoi exactement. Ce que je vois, c'est que, bon, c'est un mauvais exemple parce que c'est de gauche, c'est publicitaire, c'est de la merde qu'on connaît, mais les vélos qui sont comme ça sont maltraités d'une manière abominable. Est-ce que c'est lié à la propriété ou à la non-propriété? Est-ce que c'est lié aussi à la conscientisation? C'est-à-dire que si vous n'avez pas conscience du temps de travail pour réparer un vélo, du temps de travail pour un entretien, en général, vous n'avez rien à faire. La conscientisation, là, j'utilise et je me barre. C'est une notion qui existe et qu'il faudra prendre en compte pour la transition. Après, la transition du travail, je pense qu'on travaillera beaucoup moins parce que si on supprime tout ce qui est comptabilité, gestion d'argent et tout ça, voilà, forcément, on pourra mieux répartir le travail. Ça ne posera plus de problème dans le salaire, parce que le salaire, ce qui empêche la répartition du travail avec les 35 heures et tout ça, c'est toujours cette histoire de monnaie. Si vous partagez votre travail mais que vous avez toujours autant après en disponibilité, vous n'avez rien à faire de partager un peu plus ou un petit peu moins, ça, on n'est pas radin à ce point. Pareil pour le côté carcéral aussi, on oublie, mais tout ce qui est prison et tout ça, dans ce monde actuel, on fabrique des universités du crime, c'est-à-dire que ce qu'il faudrait pour que les gens incarcérés, excuse-moi, bon, je finis, aient accès aux connaissances pour sortir de leurs conditions, bah, ça leur est refusé par le système parce que ce serait entre guillemets injuste que des gens qui n'ont pas commis de crime n'aient pas le même accès à la formation que des personnes qui auraient commis un crime. Et prisonnier de ce genre de paradoxe, on n'en sort pas. Parce qu'on fabrique des universités à crime et le système part en vrille. Donc voilà, donc l'éducation, 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 l'éducation. Voilà. Et puis chacun de nous est un média, c'est-à-dire qu'après, il faut communiquer auprès des autres. Là, on est réunis, on a à peu près les mêmes idées sur le poste monétaire, mais bon, il faut encore voir tous les points de détail qui seront des désaccords. Il va falloir bien comprendre à quoi on s'attache. Si on s'attache aux détails, on est mort. Mais mort de chez mort, dans tous les groupuscules que ce soit, dès qu'on se bat pour une virgule, c'est la fin, il n'y a rien qui se fait. Par contre, si on a l'intelligence d'expliquer qu'il n'y a pas de solution dans ce système et qu'il faut en imaginer un autre, que ça va être progressif ou on va essayer, là, il y a un avenir. Et c'est l'avenir que je souhaite. Voilà. Merci. Alors, oui, je vais vous demander pour une dernière fois d'écrire vos questions par écrit. Marc répondra, je ferai une micro-conclusion et après vous aurez là pendant 1 heure un débat, la discussion libre avec tous les enjeux. Alors, un micro-commentaire et 2 questions pour Marc, le temps que j'étudie vos questions. Tu parlais des vélos à Lyon, effectivement, il y a plus de vélos balancés dans le Rhône et la Saône que de suicidés à Lyon. C'est pour dire comment on traite les vélos. Donc la question en fait d'éducation, et donc moi je posais la question du bien commun, la question du bien commun s'enseigne peut-être, c'est-à-dire que manifestement on ne l'a pas de manière innée. Voilà, c'était une remarque, c'est aussi une question. Sur la propriété privée, 2 exemples que j'ai eu l'occasion de suivre de près. Au Burkina Faso, dans les villages traditionnels, il n'y a pas de propriété privée. La terre appartient à tout le monde et le concept même de propriété privée ne veut rien dire. En revanche, chacun a l'usage de sa maison et de ses outils de travail. Donc les propriétaires, si vous voulez, mais pour eux, ça ne veut rien dire à monsieur le propriétaire. Même chose au Chiapas. Il n'y a pas de... La terre appartient à tout le monde et chacun, effectivement, a l'usage privé, on va plutôt dire des choses comme ça, de sa maison, de ses outils de travail. Je finirai par une deuxième question. Tu parlais d'un exemple qu'il serait possible de faire une ville post-monétaire autosuffisante en définissant les besoins et les métiers. Et du coup, je me suis dit, mais finalement, les sociétés primitives, je pense à la forêt amazonienne par exemple, où il n'y a pas de monnaie, les rapports de force ont-ils disparu pour autant, mon cher Marc? Voilà, c'est ma question, et après j'en changerai sur les questions. Pour revenir sur la dernière, parce que autrement j'ai une mémoire poisson rouge, je me souviens déjà plus du début. Donc,
Les sociétés primitives, enfin dites primitives, hein, évidemment, on est d'accord que le côté civilisé, ça ne fait rien. Mais, oui, les sociétés premières, enfin, voilà. La question c'est, est-ce qu'ils ont résolu tous les problèmes? Non. Non. Ils s'en posent moins parce qu'ils sont dans un milieu qui leur fournit beaucoup de choses et ils peuvent être encore dans le paradigme, entre guillemets, chasseur-cueilleur. Donc la notion de propriété n'est évidemment pas la même puisqu'il n'y a pas raréfaction du bien. Après, l'éducation est importante chez eux, mais transmise non pas par un État qui veut imposer un modèle ou quoi que ce soit, mais par les ancêtres ou les parents. Après, ça limite aussi parce que, voilà, est-ce qu'on peut accroître un savoir uniquement quand on le transmet de génération en génération? Est-ce qu'on n'a pas des pertes au contraire, surtout quand on n'a pas l'utilisation de l'écriture? J'ai pas de réponse plus précise à faire, mais je ne pense pas que ce soit réellement un modèle. Voilà. Et le début, c'était quoi? La première question, c'était finalement le problème, n'est-ce pas la question du bien commun? Si ce n'est pas inné, alors il faut que ce soit enseigné. Ne faut-il pas enseigner le bien commun pour parvenir à ce qu'une société post-monétaire soit bien commune? C'est évident. C'est évident que ça fait partie de la conscientisation. On vit sur une planète qu'il faut en prendre soin et que le bien commun, voilà, quand on casse quelque chose par vandalisme, le meilleur moyen de répondre à cet acte et de faire en sorte qu'il ne se répète pas, c'est de faire réparer par la personne ce qu'il a cassé, de comprendre toute la dureté de fabriquer une vitre qui soit bien lisse, machin, parce que c'est compliqué. Par exemple, je prends l'exemple d'un carreau cassé, hein. C'est compliqué de faire du verre qui soit très translucide. Ça a pris du temps à l'humanité pour filtrer les silices, pour chauffer, etc., etc., etc. Et ça, quand tu n'as pas conscience de ça, tu t'en fous. Donc c'est évident que le bien commun, après, c'est pareil, tout à l'heure on a parlé de propriété et privée, on va avoir une définition super précise de propriété privée. Là, j'ai fait dans l'aura habituelle. Mais après, il y a des détails qui fera qu'on ne sera pas d'accord forcément. C'est pas un souci. Allez, j'enchaîne avec les questions